Je suis très contente, très contente de revenir pour cette 4e édition du FEB, dans cette salle que je connais déjà. Je suis Lydie Carneis, déléguée internationale pour la région Bretagne chez BPI France. Très contente d'accueillir Clément, mon collègue, coordinateur climat pour BPI France, d'accueillir aussi nos partenaires Altios avec qui nous avons signé en 2020 une convention au niveau national. Et ravi que nos témoins inspirants aient accepté de partager votre expérience, Jacques de Grain de Sel et Olivier de O2M. Mais avant cela, je voudrais laisser la parole, le micro à Clément, parce qu'il a 4 points macro à partager avec vous. On est bien d'accord, c'est ça ? C'est ça. Alors, ils ont été dits par Nicolas Dufourcq ce matin, donc je vais être très rapide. Oui. Mais effectivement, avant de laisser la parole et un maximum de temps de parole à nos invités, avec Altios, on a souhaité vous donner notre perception du contexte actuel. Et pour cela, moi, je vais m'appuyer sur les 4 points clés que Nicolas Dufourcq a énoncés ce matin, mais je vais vous les redonner rapidement. Et je vais m'appuyer pour ça sur une étude du Lab, de BPI France Le Lab, qui a été publiée en avril, qui retrace en fait la perception des dirigeants face à l'urgence climatique depuis 2020. Et en fait, en 3 ans, ça s'est accéléré énormément. On a un tiers en 2020 des dirigeants qui suivent les enjeux environnementaux. Et en 2023, c'est 2 fois plus. On est à 67% des dirigeants qui prennent ce sujet au quotidien dans leur stratégie. Donc ça, c'est une bonne nouvelle. C'est plutôt un impact hyper positif pour le développement et la décarbonation de nos entreprises. Sauf que quand on regarde dans le détail des actions réellement mises en place, on se rend compte qu'il s'agit encore... D'ailleurs, je vais dérouler je vais juste oublier la zapette. Justement, oui, au niveau de la zapette, passer les slides. Ouais. Pour appuyer tout ça avec des chiffres, quand on rentre dans le détail des actions, on reste quand même, dans la grande majorité, sur des actions simples, telles que extinction de la lumière, tri des déchets, et les actions plus ambitieuses qu'on souhaite nous pousser auprès de nos clients, comme l'éco-conception, le choix des fournisseurs selon des critères environnementaux, et ben là c'est un tiers des répondants seulement. Donc c'est ce sur quoi on doit fortement accompagner les entreprises, et telle est notre mission pour les années à venir. Alors on leur a demandé pourquoi vous cantonnez, sans être péjoratif, mais pourquoi vous cantonnez à des actions relativement simples aujourd'hui ? Eh bien, on a encore des freins, comme en 2020, mais en 2023, on en a toujours. Il y a toujours ce manque de reconnaissance client. Oui, mais moi, je le fais, mon concurrent ne le fait pas. Le client, ça a peu d'impact auprès de lui. Du coup, sujet de rentabilité. Il y a également des freins administratifs qu'on peut voir sur de nombreux sujets. Une incertitude également sur le retour sur investissement. Donc voilà, tout ça, c'est des freins qu'il faut prendre en compte et à nous de proposer les solutions aux entreprises pour contourner ces freins. Il y a quand même une bonne nouvelle. Quand on pose la question... pardon, je vais trop vite. Quand on pose la question aux dirigeants sur leurs convictions personnelles, et ben là encore, ça progresse très fortement. En 3 ans, alors il s'est passé beaucoup de choses. Il y a eu le Covid, il y a eu la crise en Ukraine aux matières premières. Et donc voilà, ça a été très vite. Et ça peut expliquer cette accélération, mais pas que. Mais la conviction personnelle des dirigeants a fortement progressé et aussi un certain pragmatisme économique face aux hausses de coûts de l'énergie, mais aussi à plein d'autres sujets. Donc chez BPI France, on a lancé dès 2020 un plan climat pour adresser les entreprises dans la transition environnementale, et il repose sur 3 piliers. Je vais aller vite pour laisser un maximum de temps de parole à nos experts, mais globalement, on accompagne massivement les green tech. Donc c'est ce que Nicolas Dufourcq évoquait ce matin. C'est toutes ces entreprises de la tech, mais pas que, qu'on va financer avec nos produits innovation pour faire émerger des offreurs de solutions vertes et apporter des solutions aux entreprises du territoire. Ça, c'est très important. On en a énormément en Bretagne, ce qu'on appelle des green tech également, pour accélérer la transition des entreprises. Le deuxième pilier, c'est d'accélérer massivement le financement des énergies renouvelables, principalement des champs éoliens terrestres et offshore et des centrales solaires. Là aussi, on finance massivement ces projets. Et le dernier pilier, qui est peut-être le plus fédérateur pour toutes les entreprises, c'est de financer toutes les entreprises, quelle que soit leur maturité,
Et j'insiste bien sur ce point. On va certes accompagner les entreprises qui sont engagées depuis des années. C'est notre rôle, mais on ne va pas laisser de côté les entreprises qui ne sont pas entrées en transition. Et ça, c'est très important. Et du coup, on a toute une gamme de produits qui ont été également présentés ce matin, suivant la maturité de chaque entreprise, qui vont être adaptés à la transition. Et je rajouterais, Clément, une gamme de produits qui est l'affaire de tous. C'est les chargés d'affaires BPI France. Vous voyez, moi, je représente l'international et cette on va dire cette interaction en tout cas entre nous est palpable, et tous les collègues de BPI France sont vraiment acculturés et sensibilisés sur l'ensemble de cette gamme. Exactement, ouais, c'est des nouveaux produits, donc en interne tout le monde s'est approprié cette offre au service des entreprises du territoire. Alors je vais laisser la parole à Altios, à Marine et Gaël sur le sujet de l'international. Tablette de chocolat, il fait chaud, mais je pense que ça sera partagé avec vous. Je vous laisse aller au milieu si vous voulez. Allez-y au milieu. Merci Clément, merci Lydie. On est donc ensemble sur l'idée de comment concilier développement international et création de valeur responsable. Mettez-vous au vert au-delà des frontières. Aujourd'hui, c'est pareil, Nicolas Dufour qu'on a parlé ce matin, on est évidemment qu'il y a des vrais enjeux aujourd'hui sur la logistique, sur les matières premières, sur les problématiques d'achat. On l'a tous vu, les situations de Covid, les crises sanitaires, les contextes géopolitiques ont fait que certains marchés se ferment. C'est compliqué en termes de chaîne logistique, donc c'est vraiment important aussi de repenser cet enjeu logistique et peut-être de réfléchir à ne pas forcément aller s'approvisionner ou avoir à gérer des enjeux, des flux à l'autre bout du monde. La question de la géopolitique, on vous partage juste une information. Altios, c'est à peu près 10 000 entreprises accompagnées aujourd'hui. Il y a quelques années, le mix de l'accompagnement d'Altios était majoritairement en Asie. Aujourd'hui, 65% de notre développement est vraiment sur des questions européennes. On a vraiment des comportements d'entreprise qui sont en train de se dire c'est plus rassurant, c'est plus structurant de penser aussi à une dynamique européenne. Et donc, je vais vraiment accélérer sur une démarche européenne. Donc, les enjeux de géopolitique aussi participent à ces questions de transition environnementale. Le capital humain, on a fait aussi un sondage en interne et 94% de nos équipes nous ont dit on a une vraie responsabilité sur ce que Nicolas Dufour présentait ce matin, le scope 3, les émissions indirectes en fait, de nos clients. Nous, un tiers de notre métier, c'est vraiment vous accompagner dans des processus d'implantation à l'étranger. Donc comment demain on peut vous accompagner de manière justement plus responsable pour monter un site plus en phase avec les enjeux environnementaux et éviter d'être sur une empreinte carbone trop lourde. Et donc après, derrière, c'est aussi comment on peut concilier développement international et enjeux de responsabilité sociétale et environnementale. Et c'est pour ce faire qu'on a initié des parcours de transformation à vos côtés. C'est ce qui nous a aussi amené à rentrer dans la communauté du Coq Vert. C'était vraiment pour pouvoir vous aider à vous mettre en transition sur les enjeux de responsabilité environnementale. Quand on regarde le sujet dans sa globalité, en fait, il y a beaucoup de choses sur l'environnement. On a beaucoup parlé aujourd'hui de la société, son siège, ses bureaux. On a peu parlé d'international. Aujourd'hui, certains d'entre vous ont des implantations, des distributeurs, des partenaires, des fournisseurs près ou loin par rapport au marché français. Et justement, l'idée, c'est de voir comment on peut toucher cette question des enjeux de transition en emmenant aussi le sujet international. C'est ce qu'on vous propose tout de suite. Donc simplement, et pour commencer cet échange, l'idée c'est que si on décide, si on met ces deux mots d'international et de responsable, potentiellement on est dans des mots qui sont antinomiques entre eux, qui peuvent même entrer en confrontation. Parce que quand on pense à l'international, on pense au lointain, on pense à des problématiques export, à de la gestion de distributeurs, on pense à des enjeux de supply chain, on pense à des sujets aussi d'implantation. On est loin. Et finalement, on est en totale opposition avec les notions de responsabilité. Parce que quand on parle de responsabilité, on vous parle d'environnement, on vous parle d'empreinte carbone, on vous parle d'engagement, on vous parle d'ancrage sur les territoires. Et justement, l'idée, c'est que pour concilier les deux, et c'est aussi les témoignages qu'on va avoir tout à l'heure de Grand Sail et de 2M, c'est qu'on va voir aussi comment la vision des dirigeants s'est mise au service de ce développement international. On va les concilier en emmenant la stratégie et la vision pour vous montrer qu'on peut se développer de manière à l'international de manière responsable, qu'on peut retravailler, repenser ces flux carbone, qu'on peut repenser des logiques d'approvisionnement et qu'on peut aussi créer des offres en consonance avec les marchés locaux pour aussi se nourrir de ce que les marchés locaux vont nous apporter. Et bonjour
Bonjour à tous et toutes. Un des outils qui peut répondre à cet enjeu sur comment on va concilier développement international et responsabilité, c'est la théorie du donut que vous voyez à l'écran et dont Jacques va nous parler. Ça peut être un outil qui vous permette d'aller concilier ces deux enjeux en se référant à deux plafonds. Le premier plafond, c'est le plafond environnemental. C'est les 9 limites planétaires, dont 6 aujourd'hui en 2022. Certains d'entre vous le savent sûrement dans la salle, ont été dépassés. On va parler du climat, on va parler de l'acidification des océans, ce si bel océan qui est tout près de nous. Et on va parler aussi du deuxième plafond qui est le plancher social. Donc c'est tenir compte dans sa stratégie de développement des 12 besoins fondamentaux de l'humanité. Et on va pouvoir les connecter aux objectifs de développement durable des Nations Unies, dont Jacques aussi tu nous parleras tout à l'heure. Alors pour être très bref, l'Union européenne légifère pour encourager les entreprises. Nicolas Dufourc en parlait ce matin. Certains d'entre vous doivent être familiers avec la CSRD, qui va remplacer notre déclaration de performance extra-financière française. Elle va encourager les entreprises européennes, d'abord les grandes, puis les plus petites, donc potentiellement tous d'entre nous dans la salle, à travailler sur le rapport de durabilité. Alors ça va être une photo à l'instant T de plus de 1000 indicateurs, donc c'est une belle révolution dans le reporting extra-financier des entreprises. Et ça va surtout nous encourager, et ça c'est l'effet bénéfique, à se mettre en action. C'est-à-dire qu'année après année, on va mesurer nos démarches de progrès pour être en compliance, en régularité avec cette CSRD. Si vous avez des questions, on pourra bien sûr revenir sur ces éléments après. Ce qui est important aussi, c'est, voilà, Marine le montrait, en fait, cette frise. On a aussi entendu ce matin que les grosses entreprises se sont mises en mouvement. Et ces grosses entreprises, pour la plupart d'entre vous, vous êtes des partenaires de ces entreprises. Vous êtes potentiellement un équipementier de rang, un rang 2, un sous-traitant. Donc finalement, tout ça va avoir très vite des implications sur votre quotidien. Quand on prend cette question de développement international responsable, quelque part, c'est comme un peu quand tu es arrivé à Internet ici, c'était une espèce de myriade de sujets. On ne savait pas forcément trop par quel bout le prendre. La question, c'est qu'aujourd'hui, effectivement, c'est pareil, BPI, l'ADEME, un certain nombre de sociétés peuvent vraiment vous accompagner dans la mise en place d'un bilan carbone. Le bilan carbone, il va vous donner une photo à un instant T, et sur cette partie internationale, le bilan carbone, il amènera à répondre et à voir des flux techniques. Vous allez avoir des flux techniques entrant, sortant sur le sujet, sur des marchés internationaux. L'idée, ça va être de vraiment vous aider à amener une intelligence opérationnelle. On fait quoi de ces infos-là concrètement? J'ai 160 fournisseurs à l'étranger. Qu'est-ce que je fais? Comment je fais pour décélérer? Et là, ça va poser la question peut-être de repenser des politiques d'approvisionnement, peut-être de repenser, de mettre un petit bureau d'achat à un endroit qui va travailler main dans la main avec certains de vos fournisseurs pour les aider à monter en puissance. Et vous voyez très vite, le bilan carbone, en fait, il va nous amener nécessairement à réfléchir aussi bien à des outils de pilotage. Comment j'engage tout ça? Comment j'engage mes équipes? Quel outil je vais utiliser? La CSRD qu'évoquait Marine va vous amener à mettre en place une comptabilité extra-financière, donc un reporting extra-financier. Et donc l'idée, c'est que plutôt que prendre le sujet aussi bout par bout, il faut vraiment essayer de le penser dans une logique globale. Donc d'où cette question sur ma stratégie. Quelle est ma stratégie internationale? Comment ma stratégie internationale se connecte à ces sujets-là? Comment je priorise mes marchés? Est-ce qu'à un moment donné, j'entre avec des considérations de mix énergétique sur le choix de mes marchés? Comment j'amène mes partenaires? Comment j'amène mes clients? Comment j'amène mes distributeurs à penser à ces sujets-là? Et tout ça, c'est pour vous montrer que c'est un cloud avec un certain nombre de portes à différents endroits et que l'idée, c'est d'essayer de trouver le bon chemin stratégique pour ouvrir et décoder un petit peu toutes ces portes. Et pour être très bref, on vous donne une inspiration qui est un exemple d'une entreprise agroalimentaire qui était on le voit en 2023, sur une situation export somme toute assez traditionnelle. Donc on se source sur des pays internationaux, on va ramener les matières premières en France, produire en France et réexporter. Donc des flux assez classiques, donc assez émetteurs de carbone. Et petit à petit, cette société s'est dit mais j'ai des engagements RSE très forts et ce modèle international, le directeur international nous disait je suis un peu un caillou dans la chaussure de la responsable RSE parce que j'émets du carbone avec tous ces flux. Et ils ont repensé à horizon de 10 ans, donc un pivotement, on parlait de pas à pas et de grands pas, là on est quand même sur des grands pas, d'aller créer une régionalisation sur 3 continents, l'Amérique au pluriel, l'Europe, Middle East et l'Asie, en créant des chaînes de valeur locales, donc en se sourçant localement, en petit à petit en créant des unités de production locales. Et ça va permettre plusieurs effets bénéfiques, ce pivotement de modèle d'affaires international. Ça va permettre de créer de la valeur et de l'emploi en local.
Ça va permettre de travailler sur une chaîne plus courte, donc on va être sur potentiellement une régionalisation de sa chaîne de valeur. On va avoir des produits ou des services qui vont vraiment coller aux attentes et aux besoins des consommateurs locaux. Donc on rejoint les besoins fondamentaux qu'on évoquait tout à l'heure dans le donut. Et puis on va être sur un business model qui va se vouloir éco-circulaire et innovant. Et cette entreprise, en envisageant ce modèle à 10 ans, elle s'est dit là, ça y est, je suis vraiment alignée, ça colle à ma raison d'être et à mes valeurs d'entreprise. Je vais te proposer, transition toute faite sur un modèle d'internationalisation responsable, de venir nous parler un peu de qui tu es, de qui est Grain de Sel et comment l'international résonne profondément chez Grain de Sel. Bonjour à tous. Alors l'international est venu assez logiquement dans le modèle de l'entreprise. Initialement, on venait du maritime et on voulait donc décarboner le transport maritime, qu'on a un petit peu besoin quand même. On en est vite venu à ces notions de voilier cargo, mais on s'est dit que pour financer le premier navire notamment, on aurait peut-être pu développer une activité complémentaire plutôt agroalimentaire, de manière à ce que les matières premières, notamment café, chocolat, parce que c'était un petit peu l'idée de base, donc qui venaient d'Amérique latine, puissent être chargées dans nos propres navires. Ce qui fait que en fait, j'avais un contrat d'affrètement avec 2 fois ma signature en bas, donc les contrats étaient plutôt facilement gagnés, les négos se passaient bien, et du coup, on a pu assez facilement financer le premier navire. Donc c'est pour ça que Grain de Sel, sa particularité, c'est de mixer de l'agroalimentaire, donc du chocolat, parce que vous en avez un petit peu, du café et du transport maritime fortement décarboné, principalement en transatlantique. Et ce qui fait que l'international est venu logiquement, puisqu'on avait un navire, c'était un peu un prétexte, au début on s'est dit café-chocolat, comme ça nous oblige à faire de la transatlantique, et comme c'était le but, c'est pour ça qu'on est arrivé à ces produits. Mais du coup, on s'est dit comment on va faire pour charger le navire vers l'export. Parce qu'il était chargé en importation, mais il faut toujours charger un navire dans les 2 sens. Et c'est là où on s'est dit, New York étant une place plutôt dynamique, en France, on est plutôt doué pour faire des vins, c'était la première idée qu'on a eue. On va exporter d'excellents vins français vers New York. Et donc, on en est venu rapidement à faire du commerce avec les États-Unis. Et par-dessus tout ça, c'est pour ça que la question était de savoir si le fait d'être à l'international modifiait finalement notre manière de faire. Bien, la réponse est non. Si on veut bien faire en France, c'était l'idée de base, évidemment, pour avoir par exemple des chocolats avec un niveau carbone réduit sur le transport maritime. Ce n'est pas parce qu'on est aux États-Unis qu'on doit devenir mauvais, ce n'est pas un prétexte. Si on est aux États-Unis ou n'importe où à l'export, on se doit également de respecter les critères environnementaux, sociaux et économiques. Donc en fait, pour nous, la réponse, c'est que c'est exactement la même chose. Il n'y a pas de raison de faire moins bien parce qu'on est à l'export, au contraire. Et donc c'est pour ça qu'on a rapidement intégré dans nos raisonnements le fameux donut environnemental, qui est une théorie extrêmement intéressante parce qu'elle a le mérite d'être précise. Alors, les termes RSE, entreprise à impact, entreprise à mission, on en parle beaucoup. Le seul problème, c'est que c'est un petit peu vide. On ne sait pas ce qu'il y a derrière, et c'est ça qui laisse la place d'ailleurs à pas mal d'incohérences. Quand on s'intéresse à la théorie du donut, on est sur 9 limites planétaires. Elles sont très claires, très faciles à interpréter. Comme tu l'as dit, on en a déjà dépassé 6, alors je crois même que c'est 7 récemment. Et puis parallèlement, il y a les fameux critères sociaux. Donc une entreprise qui veut vraiment bien faire les choses se doit d'être efficace sur le plan environnemental, social et évidemment de rester rentable. Sinon, par définition, elle n'est pas très durable. Donc voilà. Est-ce qu'il y aurait possibilité C'est moi. Comment cette théorie du donut dont on parle pas mal s'exprime dans ton entreprise. Voilà. Donc en fait, on a simplement regardé les limites. Alors là, on est sur les limites externes, donc les limites environnementales. Et puis, on a décliné pour essayer de répondre au maximum de limites. Sur la une, bon, c'est facile, les gaz à effet de serre, production renouvelable sur le navire. On a même un poêle à granulés sur Grain de Sel 2 qui permet d'assurer le chauffage en mode bas carbone. VMC double flux, pour ceux qui connaissent, donc on utilise souvent ça dans des maisons passives. Il y a une VMC double flux sur le navire Grain de Sel 2, etc., etc. Des cacaos produits en agroforesterie. Le bilan carbone d'un cacao produit en agroforesterie, comparé à son équivalent, on rase tout le champ et on y met des cacaoyers, ça n'a absolument rien à voir.
C'est, je crois, un facteur plus que 10. Donc, c'est des choses à intégrer. Deuxième élément, navigation à la voile, pas de pollution polluante. Donc on répond également à ces critères assez facilement. Café et chocolat bio. N'oublions pas que le bio est quelque chose d'absolument essentiel sur une des limites qui est la biodiversité. Au passage, vous aurez noté, le changement climatique dont on parle énormément, c'est une limite sur 9. Donc le problème, il est clairement multifactoriel. Et quand on dit s'intéresser à l'environnement, il faut évidemment aller bien au-delà des gaz à effet de serre et des aspects climatiques. Il faut aussi regarder toutes les autres limites. Des plantations de cacao bio signifie également qu'on ne dérègle pas une des limites qui concernent l'azote et le phosphore. Des refroidissements de concheuses en circuit fermé, c'est un détail, mais l'économie d'eau, même en Bretagne, a quand même un petit peu de sens. Et puis des bâtiments de production à Morlaix et à Dunkerque qui permettent aussi, qui sont implantés sur des terres non agricoles. Coup de bol. Des fois, c'est dur à trouver, mais bon, là, il se fait qu'on a réussi à trouver des zones qui n'étaient pas des terres agricoles. Donc voilà, ça fait partie des points importants. Et sur la slide suivante, on a les aspects sociaux. Prix des cafés et des chocolats socialement accessibles. On l'oublie souvent, mais faire d'excellents chocolats bio, bas carbone, etc., vendus à 7 ou 8 euros en épicerie, ce ne serait pas socialement compatible, équitable. Donc on se doit de faire également attention au prix public de nos produits. C'était vraiment une des réflexions de départ. On voulait que nos tablettes soient au maximum aux alentours de 3 euros TTC. Donc chocolat et café bio, c'est un plan, quelque chose d'intéressant au niveau de la santé humaine, comme ne l'oublions pas. Et puis après, sur le plan plutôt salarial, chez Grain de Sail, les salaires minimums sont à 18% au-dessus du SMIC. Les salaires, la grille de salaire maximum, le mien compris, autrement ce serait pas marrant, x3. Des marins sous droit social français, Grain de Sail participation qui permet à tous les salariés, même des ouvriers de la ligne de prod, d'acheter des actions et de devenir actionnaires de la holding. 0 dividende, c'est interdit chez nous. Tous les bénéfices sont systématiquement réinjectés dans l'entreprise. Intégration de personnel, le point 4 du personnel de l'ESAT. Des stratégies équitables vers nos producteurs, de la fourniture de matériel scolaire, là on rejoint même l'éducation, etc., etc. Donc vous voyez qu'au-delà de l'économie carbone, etc., il y a plein d'autres sujets qu'on peut également adresser, qui sont, et je le fais exprès, c'est hyper concret, les entreprises qui le veulent peuvent le faire. Il y a peut-être le x3 qui peut être compliqué, parce qu'on n'a pas le droit de rebaisser les salaires, mais bon. Ou alors il faut augmenter les salaires minimums. Mais en tout cas, je fais exprès de présenter ça parce que ça montre que des actions très concrètes peuvent être mises en place sur tout un tas de domaines, à la fois au niveau social et au niveau environnemental. Et je peux vous assurer qu'en termes de retour sur investissement, si on doit revenir un petit peu sur les aspects financiers, tout ça crée une société qui est très très bien perçue par nos clients et qui finalement favorise le développement de l'entreprise. Donc tout ça, c'est que du positif. Ça génère un cercle vertueux, franchement, je le dis très clairement, c'est hyper efficace, à condition de vraiment faire les choses. Le donut véritable et efficace. Donc le donut, il a le mérite d'être complet, il est scientifiquement quand même bien étudié. Donc si j'ai un conseil à vous donner, regardez ce sacré donut, il est beaucoup plus pratique que la RSE, l'entreprise à impact, je ne sais pas quoi là. Tous ces grands mots qui ont été inventés pour finalement ne pas vouloir dire grand-chose, c'est peut-être volontaire, mais franchement, si on regarde ça, on n'a plus trop d'excuses. On parlait tout à l'heure des objectifs de développement durable des Nations Unies. Comment ça s'exprime chez Grain de Sail ? Alors ceux-là, je les connais beaucoup moins parce que je ne les utilise pas, mais ils sont là. Alors j'ai fait exprès, tous ceux qui sont en vert, ce sont effectivement des éléments. Parce que en fait, les ODD signifient la même chose. C'est simplement présenté d'une manière différente. Mais finalement, on se retrouve sur les points 2, 3, 4 au niveau de l'équité sociale, sur les points 6 et 13 sur l'environnement, et 10 et 12 au niveau de l'économie. Donc voilà, tout ça exprime un peu la même chose sur les 3 piliers, environnement, social et économie. Mais ce qui est bien, c'est qu'on est sur plusieurs aspects en même temps. On ne s'est pas centré sur le bilan carbone, même si c'est des fois ce qui est retenu, le Grain de Sail, mais heureusement, il n'y a pas que ça. L'internationalisation responsable de Grain de Sail, comment elle résonne sur l'ensemble de ta chaîne de valeur ? Bien déjà, les
les produits qu'on envoie aux États-Unis, on envoie un petit peu plus que le produit. On envoie aussi un message aux Américains qui ont quand même, on l'estime, 10 ou 20 ans de retard sur nos réflexions environnementales. Ils sont vraiment très loin du compte, hein. Ils ne se rendent pas compte. Et donc, nous, quand on vend nos produits là-bas à New York, que ce soit une bouteille de vin ou du chocolat, on en profite pour expliquer pourquoi on a fait ça. Alors, évidemment, amazing, hein. Ok, mais on essaye d'aller plus loin et vraiment d'expliquer les concepts pour leur dire faites un peu gaffe quand même, parce que vous allez peut-être tomber de plus haut à l'avenir quand on va vraiment, par contrainte, devoir faire attention. Les Américains sont sur une empreinte environnementale qui est colossale. Si sur la planète, il n'y avait que des Américains, il faudrait 5 planètes pour tenir le choc. Donc, ils ont un petit peu exagéré. Donc, on a une mission quelque part d'explication pour les sensibiliser. On essaye malgré tout d'être également sur des prix produits maîtrisés, puisqu'il n'y a pas de raison. Ce n'est pas parce qu'on est à New York qu'on peut proposer des produits à des coûts astronomiques. Donc, on reprend, une fois de plus, nos mêmes valeurs, on va dire, qu'en France, à New York. On part de plus loin, très clairement, mais on y arrive. Justement, on parle de New York. C'est quoi les questions que vous vous posez chez Grain de Sel par rapport aux États-Unis? Alors, on n'a pas trop de doute sur le potentiel du marché. En revanche, je reste extrêmement méfiant sur la capacité des Américains en général à sortir le revolver juridique. Donc, quand on va aux États-Unis, on est très très prudent sur le contractuel, sur le juridique en général. C'est le vrai risque en fait aux États-Unis, c'est de se faire dézinguer par une boîte qui vous attaque parce qu'elle sait qu'elle va se faire quelques millions derrière. Donc il y a un vrai danger en fait à travailler aux États-Unis sur ces aspects-là. Il y a un vrai risque en fait juridique à bosser là-bas. Donc il faut être très carré, très bon, se faire accompagner. Et puis pour le reste, faire son boulot de développement. Mais oui, les États-Unis, franchement, on est extrêmement méfiants. Et la vision globale de Grain de Sel d'ici 5 à 10 ans, qu'est-ce que ça donne? Ce serait de continuer à se développer, mais tout en respectant tout ça. Sinon, ça n'a pas de sens. Donc même si on fait x10, je ne sais pas quand, mais si ça arrive, il faut qu'on conserve les mêmes qualités environnementales, les mêmes qualités sociales. Sinon, à quoi bon? Autant arrêter, quoi. Il y a un dernier point que je voudrais quand même, où je sors un petit peu de Grain de Sel volontairement, mais il y a 4 étapes pour moi qui vont être à franchir dans les années à venir pour vraiment avoir une influence et finalement baisser notre pression environnementale. Le premier point, il est essentiel, c'est qu'il faut relocaliser tout ce qui est relocalisable pour qu'en 2, on ait besoin de moins transporter. Donc en clair, transporter moins, transporter mieux, notamment en maritime. Qu'en 3, les entreprises également se mettent à faire de la qualité, c'est-à-dire qu'il s'agit de produire moins mais produire mieux. Fabriquer des objets qui durent, qui sont réparables, point essentiel, ou dans l'alimentaire, des produits bio, par exemple, bons pour la santé, mais également, du coup, bons pour la nature. La biodiversité est un des points importants. Donc, relocaliser, transporter moins, transporter mieux, produire moins, produire mieux, donc là, la qualité toujours, et pour que, au final, nous tous, qui sommes les consommateurs, on est nommés consommateurs. Ça fait des décennies qu'on nous appelle des consommateurs. Il va peut-être falloir qu'on apprenne à consommer moins, consommer mieux. En clair, ça revient à peut-être acheter des produits un peu plus chers, donc des produits de qualité, que ce soit sur le plan environnemental ou de durée, mais du coup d'être un peu plus sélectif. C'est vraiment une modification profonde de notre manière de consommer. Se dire, plutôt que d'en permanence être en train d'acheter tout et n'importe quoi, on achète moins, ça me coûte un peu plus cher, donc finalement je m'y retrouve, mais au moins j'achète des objets dont j'ai vraiment besoin, des objets de qualité qui vont durer dans le temps, réparables, du bio si possible, côté alimentaire. Et voilà, on a 4 étapes en fait qui sont très liées finalement, mais la première étape, relocalisation, il ne faut pas l'oublier. Si on ne fait pas ça, prenons l'exemple du maritime, si on fait une économie sur les navires de 30% ou 40% sur l'économie carbone, alors nous on est à 90%, mais c'est une minorité des navires, et qu'en même temps l'effectif de la flotte fait x2 ou x3 d'ici 2050, ça n'aura servi à rien. Donc si on ne se calme pas un petit peu sur les volumes, si on ne privilégie pas la qualité au lieu de la quantité, on va au tas, quels que soient les donuts et compagnie. Merci beaucoup pour toutes ces inspirations. J'ai envie de te poser une dernière question.
Si tu avais un conseil à donner à toutes les personnes qui sont dans la salle, qui ont envie de faire des petits ou des plus grands pas, ça serait quoi? De faire. C'est tout. Merci Jacques. Merci. Olivier Messager, fondateur d'O2M. Je te laisse te Monsieur Desmarches. présenter et présenter qui est O2M, Olivier. Bonjour. J'ai juste passé ça, j'ai le truc devant. Voilà. Merci pour tout. Je suis content aujourd'hui, c'est la première fois qu'on m'appelle en tant que chef d'entreprise, non pas comme expert du climat. Parce que ça fait 15 ans que je travaille sur le sujet-là. En rapide, O2M. Moi, j'ai créé la structure, donc je suis ferme familiale à Fougères, je suis né à Vitré, j'ai un parcours qui fait que le jour de mes 30 ans, je claque tout pour me dire je crée un cabinet de conseil dédié en fait au climat et à la RSE pour la région Bretagne. Et je l'ai créé en fait en fin 2007 et aujourd'hui on est 50. Voilà. Donc 3-4 ans où personne ne savait de quoi on parlait, avant le Grenelle de l'environnement. Heureusement que ma femme était là, on a vécu que sur un salaire. On est resté 10 ans en fait à 3 ou 4 salariés. Et puis 20 embauches en fait déjà cette année, j'en ai 10 qui rentrent l'année prochaine. Donc grosse demande en fait sur nos sujets, avec un développement en France et à l'international. Donc voilà en fait qui est O2M. Chez nous, on l'anticipait un petit peu. Donc ça, c'est les langues qui sont parlées. Puis on en a rajouté 2 autres parce qu'on a une basque et quelques bretons. Donc on est copains entre nous. On sait en faire un petit peu chez nous. Donc là, c'est O2M. Et puis, on a évolué aussi sur l'ensemble de la chaîne de valeur. J'ai expliqué pourquoi. C'est qu'avant, on faisait des bilans carbone, des diag RSE. Et puis est arrivé, en fait, beaucoup d'évolutions. Moi, il y a eu beaucoup de termes qui ont été parlés. Entreprise à impact, maintenant c'est régénérative. La semaine prochaine, ça sera autre chose. Donc, nous, on voit tous ces trucs-là. On a vu les choses évoluer, mais les principes sont les mêmes en fait. C'est de rentrer dans une comptabilité en fait sociale et une comptabilité environnementale avec beaucoup plus de granulométrie. Donc on était obligé en fait, on manquait de plein d'informations. Quand on démarrait, il y avait que le litre de lait, c'était 1 kg de CO2, plus ou moins 20%. Il faut qu'on aille un peu plus loin. Donc on a mis des docteurs et des chercheurs pour fabriquer de l'information. Il y avait du greenwashing. On a créé en fait une communication responsable. Maintenant, il y a des pré-impacts pour les banques, donc on est sur ces sujets-là. Voilà pour présenter en fait qui on est au O2M. Et maintenant, on est au siège à Rennes, on est à Angers, on est à Bordeaux, on est à Rouen. Et on a ouvert en Tunisie ce week-end. Voilà, pour l'info. Parfait, on est dans l'actualité. Voilà. Pour faire le lien avec l'international, comment ce sujet justement de l'international est embarqué par tes clients? Alors, juste avant, je vais faire mon consultant, je suis désolé. On est obligé de revenir sur ça en rapide. Ça a été très bien dit par Jacques tout à l'heure, mais quand on parle que de carbone, je ne vais pas mélanger les cerveaux avec les 16 indicateurs et tout ça pour simplifier. Il y a une loi climat qui demande en fait de réduire drastiquement en fait les émissions. Donc ça, tout le monde entend parler depuis ce matin. Ce qui est important, c'est sur les secteurs. Pour faire simple, d'ici 2030, on est en 2023, le bâtiment, c'est moins 50%. C'est moins 35 pour l'agroalimentaire. Concrètement, en fait, moi j'aime bien l'image, je fais 90 kg, c'est comment en fait je vais passer à 65 kg en fait. Et aujourd'hui, on a juste arrêté les cacahuètes et l'apéro, donc il va falloir aller beaucoup plus vite pour le faire. Non, mais l'image, elle est vraiment là. Hein. Donc ça, c'est important à prendre en compte. Et l'arsenal, il est financier. Donc il y a des soutiens de BPI, il y a les prêts impact qui arrivent, on a une inflation sur les taux d'intérêt, là ça a bougé fort. On va avoir, ça a été dit, CSRD, déclaration de performance extra-financière, ça bouge vite. Et puis tout ce qui va être transparence et affichage. Donc voilà aujourd'hui ce qui se met en place. Donc nous, on a des clients qui, suite à ça, ont bien sûr des usines qui ne sont pas toutes en France. Donc j'ai un sourcing qui va se retrouver en Amérique latine, j'ai un sourcing à Madagascar, j'ai des différents sourcings. Donc pour des questions d'harmonisation des méthodologies, parce qu'il n'y a rien de fait, c'est quand moi, en fait, j'utilise des agrumes parce que je fais des sirops, parce que j'utilise tout ça. On s'est retrouvés, nous. Il faut que je dise, moi, j'ai des militants chez moi qui prennent jamais l'avion. Vous allez prendre l'avion pour aller en Tunisie ou au Brésil et tout. Et là, j'ai personne qui se déplace chez moi. Mes consultants disent, on n'y va pas. Donc,
il a fallu déjà convaincre en interne en disant, écoute, ton impact de 2 tonnes pour faire un aller-retour au Brésil, il va falloir être super bon, parce qu'il va falloir que tous les plans d'action qu'on va mettre en place, ça va être moins 50, moins 100 tonnes et tout ça. Mais ce n'était pas cohérent. Donc le choix qu'on a fait, d'où la question de nos clients, ils avaient besoin d'harmonisation parce que j'ai du sourcing. Et puis quand vous avez un fournisseur à l'étranger qui vous dit si vous voulez que ça soit 10, il vous donne 10. Si vous voulez que ça soit 20, il vous donne 20. Vous voyez ce que je veux dire? Sur le textile, on ne croit à aucune information qui nous sont transmises. On ne croit à aucune information qui nous sont transmises sur les bases de données sur le textile. Sur les autres agro et tout, on a plus de clés de contrôle et de recul pour savoir sur ce qui nous est fourni. On est obligé d'aller dans la preuve pour fabriquer l'information. D'où des échanges aussi avec Altios, parce qu'ils ont des équipes sur place, donc nous on forme pour pouvoir en fait récupérer de l'information à la cohérence. Donc c'est pour ça que nos clients nous embarquent, parce qu'ils se posent ces questions-là. Donc ça c'était important. Et l'autre point, mais ça a été un petit peu dit par Jacques tout à l'heure, je terminerai là, je m'excuse. Donc de tout ce qu'on raconte aujourd'hui, on n'a encore pas réduit nos émissions de gaz à effet de serre. Donc ça, c'est tout ce que donne la communauté scientifique. On parle de tout ça. Nous n'avons pas réduit nos émissions de gaz à effet de serre. Donc ça, il faut l'avoir en tête. Donc le temps passe et il va falloir aller un peu plus vite. Au niveau global, il y a beaucoup d'effets rebonds. Et puis ça, c'est important que vous ayez ça en tête, j'en reparlerai. C'est que je prends l'ensemble sur les produits manufacturiers. J'enlève la partie conseil ou finance. Entre 45 et 70% des impacts sont liés en fait aux matières premières agricoles et aux produits. Donc le transport ou autre, donc on a une perception parce que c'est visible et tout. C'est super parce que si j'ai 10% de transport et que je passe à 1 parce que j'abatte 90, ça c'est bien, mais concentrons-nous sur les essentiels. Donc ce qui veut dire international, qui veut dire à l'étranger, et ça c'est très contre-intuitif, c'est pas pour ça en fait que c'est plus du moins qu'il y a plus d'impact. C'est très très dur. Nous, on a eu à amener des arbitrages sur des productions agricoles à Madagascar ou en Inde, sauf que les climats font qu'on va avoir 4 productions de cornichons sur une année. Et bien en fait, cette efficacité en fait, agronomique fait que ça gomme la partie transport par rapport à une production locale sur une année. Est-ce que je suis clair quand je vous dis ça? Donc, c'est aussi, on peut avoir des perceptions et il faut avoir et amener en fait cette preuve parce que chaque organisation, chaque écosystème est différent et à partir d'un point zéro, c'est comment je m'améliore. Et puis il y en a de toute façon, ils ne sont pas tenables, donc ils vont mourir. Donc, comment on est arrivé? C'est à partir des clients. Maintenant, comment on l'a fait? Eh bien, c'est ce qu'on est en train de développer à l'international parce que nous, on a nos sujets aussi de développement international. Eh bien, la Tunisie, ça faisait 2 allers-retours. On a dit la prochaine fois, on y va 3 semaines. On a trouvé les partenaires. En 3 semaines, on est revenu, on a fini les business models, on a créé une filiale, on est propriétaire à 70%, on a recruté en 1 mois en fait 4 personnes et ils arrivent en fait chez nous pendant 3 semaines en formation. Donc nous on va garder en France en fait la R&D, les méthodologies et tout, et eux vont les déployer dans leur pays. Voilà en fait comment on en est arrivé. C'est un petit peu le schéma qui a été présenté sur l'entreprise agroalimentaire. On est en échange avec un pôle d'excellence de la même façon en Amérique latine. Donc nous, dans ma communauté des climateux, au bout de 15 ans, assez engagés et tout ça, quelquefois, c'est pas bien perçu, il ne faut pas aller international, il faut le relocaliser. Nous, on essaye de mettre un peu de science dans un monde de croyances. Donc nous, on calcule. Et à partir de là, si ça c'est tenable dans ce modèle-là, on le fait. Comment on le fait pour pouvoir le faire? C'est comme ça en fait qu'on est arrivé sur la partie internationale. Très bien. Et quelle est ton approche justement RSE en France et à l'international justement, en prenant un peu de recul? Nous, on est un peu natifs, entre guillemets. J'étais dans ceux qui ont contribué à la 26 000, donc on va essayer d'être cohérent. Et j'ai une équipe qui vient aussi un peu pour ça et pour notre indépendance. En Tunisie, parce qu'on a le cas, on n'a même pas regardé en fait la réglementation tunisienne. C'est-à-dire qu'ils ont mutuelle à 100%, ils ont le plan de formation, ils ont les tickets resto et tout ça, en fait, parce que la première interprétation que même moi j'ai eue en interne, c'est vous allez en Tunisie, en fait, parce qu'en fait, le prix jour, il est à 200 €. Voilà la première remarque. En termes de conseil. Non, c'est pas le sujet, c'est des salariés de chez nous. Donc, on a fait exactement la même façon pour aller de la cohérence. Parce qu'on a aussi besoin, et ça c'est notre vision, c'est que le sujet, il est tellement urgent de la transition et nos sujets, c'est qu'on ne va pas rentrer. Nous, un peu notre mission, c'est de transférer les méthodologies, les savoirs et tout au plus grand nombre pour que ça aille le plus vite possible. Parce qu'on n'a plus de temps à perdre. On ne va pas commencer le régime 24 heures avant le mariage. Donc,
non, mais c'est une réalité. Donc, il faut aller dans ces sujets-là. Donc, on l'a fait de cette partie purement cohérente. Donc, nous, on calcule nos impacts. De la même façon où quelqu'un va investir, nous, on a notre dette carbone et notre dette environnementale avant de lancer quelque chose, et puis on aura nos réflexions en interne à partir de quoi, en fait, la qualité de nos services par rapport, en fait, à l'amortissement de notre impact va se faire. Donc, on raisonne de cette façon-là. Donc, on l'a fait comme ça sur la partie RSE. Parfait, merci Olivier. Même question que pour Jacques. Quel serait ton conseil aux personnes dans cette salle qui souhaiteraient passer à l'action ? Nous, j'ai fait partie de différents réseaux Entreprendre. Ce qui m'étonne toujours auprès d'une population de décideurs, pas que des dirigeants, c'est toute la rigueur qu'il y a culturelle pour faire des produits de qualité, pour faire des CAPEX, un business plan et tout ça. Et quand on parle de notre sujet, on oublie tout ça. C'est-à-dire que je vais acheter, j'ai quelques minutes, c'est juste pour exemple. J'ai acheté des voitures électriques, très bien. Moi, mon raisonnement, une voiture électrique, le coût d'abattement d'une tonne de CO2, c'est à 1 000 € la tonne. Le marché, il est à 50, 70 € la tonne. On va payer de la compensation, des photos et tout ça. Donc, on oublie toute rigueur, en fait, méthodologique et scientifique. C'est-à-dire qu'en fait, mon message, c'est de dire, ayez votre même rigueur commerciale, marketing, de panel, de qualité et tout, et que quand on parle de ces sujets-là en tant que décideur, montez en compétences, disposez d'outils, montez en méthodologie, et ne pas céder en fait aux sirènes de la com, et amener autant de votre rigueur entrepreneuriale et décideur dans vos choix pour trouver les bons équilibres. Parce qu'à un moment, vous allez prendre une décision qui peut vous coûter cher, et qu'au bout du compte, l'argent que vous avez mis à droite, finalement, n'était peut-être pas la plus efficace pour le bien commun. Je ne sais pas si je suis clair quand je dis ça. Donc moi, quand je prends un exemple, j'ai acheté 10 Tesla, ça a coûté, ça fait beaucoup en plus, ça. Ça fait 1 million. Et bien, avec 1 million, je vais enlever seulement peut-être 50 tonnes de carbone, alors que si en fait j'avais revu mon contrat où c'était plus cher avec des produits plus recyclés, des produits bio ou d'autres, je serais rentré en fait dans une logique où j'aurais un effet de levier beaucoup plus important. Et moi, si j'ai un message à passer, c'est monter en compétences, ayez la même rigueur sur ces sujets extra-financiers que vous pouvez l'avoir sur d'autres rigueurs décisionnelles. C'est ça. Et puis après, ça a été dit, on n'a plus de temps à faire des débats, plus de temps à juger, toi, ce que tu fais, c'est bien ou pas bien, il faut faire. Parce qu'en fait, ça va plus vite que prévu. Voilà ce que j'avais à dire. Même conclusion que Jacques, du coup. Ouais. Faire. Merci beaucoup, Olivier. Merci Olivier et Jacques. Avant de, on va laisser le mot de conclusion. Ce qu'on entend, c'est que c'est vraiment important d'avoir ce cap, d'avoir cette stratégie, d'avancer. Allez-y. Et que derrière, les petits pas sont possibles. On voit qu'on peut vraiment concilier création de valeur et développement international, et que ça peut aussi poser la question de vos business models. Après, entourez-vous. Ici, on est aussi dans une journée d'inspiration. Vous allez pouvoir rencontrer un certain nombre d'intervenants inspirants qui vont vous montrer qu'il existe des dispositifs, des cercles de réflexion, des conventions d'entreprise pour le climat ou autres. Donc allez-y, nourrissez-vous de tous ces sujets. Merci à tous, et je fais le lien du coup avec la plénière qui commence dans quelques minutes avec Nicolas Dufourcq et Laurent Saint-Martin de Business France. On doit être dans le timing à peu près. Merci à tous.